Nuit du 24 au 25 octobre 1942. Dans l'obscurité moite des îles Salomon, les soldats du 164e régiment d'infanterie américain tiennent leur position aux côtés des Marines épuisés de la première division. Ce régiment de la Garde nationale du Dakota du Nord a débarqué sur l'île 11 jours plus tôt, le 13 octobre. Il constitue le premier renfort significatif de l'armée de terre envoyée sur Guadalcanal, et surtout, il apporte avec lui une arme que les Marines attendent avec impatience, le fusil semi-automatique M, un Garand. À quelques centaines de mètres de là, les unités du général Harukichi Hyakutake, notamment la 2e division Sendai, se préparent à l'assaut. Dans l'humidité écrasante et le vacarme des insectes nocturnes, retentit bientôt un cri qui glace le sang de tout soldat américain. Des milliers de fantassins japonais qui s'élancent en hurlant « Totsugeki !» À l'assaut. Les soldats japonais portent pour la plupart le fusil type 38 Arisaka, une arme à verrou adoptée en 1905, au canon exceptionnellement long. Certains soldats récemment équipés disposent du type 99, plus puissant mais tout aussi manuel, limité à 5 cartouches avant rechargement par lame chargeur. Les 12 heures qui suivent vont illustrer, à l'échelle d'une seule bataille, un basculement technologique qui pèsera sur l'ensemble de la guerre du Pacifique. L'écart entre un fusil semi-automatique produit en masse et un fusil à verrou conçu à la fin du XIXe siècle. Le M1 Garand naît dans l'esprit d'un concepteur canado-américain, John Cantius Garand, qui commence ses travaux à l'arsenal de Springfield dès 1919. Il s'inscrit dans une démarche initiée par le général John G. Pershing, commandant du corps expéditionnaire américain en France pendant la Première Guerre mondiale. Pershing avait été frappé par la puissance de feu automatique allemande, et l'état-major américain voulait qu'un jour le soldat américain dispose d'un fusil plus rapide que le fusil à verrou Springfield M 1903. Après 17 ans de développement, d'essais et de raffinement, l'armée américaine adopte officiellement le fusil le 9 janvier 1936. Les États-Unis deviennent ainsi la première grande puissance à équiper massivement son infanterie d'un fusil semi-automatique standard. Le M tire la cartouche .30-06 Springfield qui propulse une balle M2 de 150 grains à environ 855 mètres par seconde, développant une énergie à la bouche d'environ 3600 joules. Le génie du mécanisme réside dans son système à emprunt de gaz et culasse rotative. Une fraction des gaz de propulsion est prélevée près de la bouche du canon, actionne une tige et fait cycler l'arme automatiquement. Chaque pression sur la détente tire une cartouche. L'étui vide est éjecté. La cartouche suivante chambrée, sans aucune intervention manuelle. Dans la pratique du champ de bataille, un tireur bien entraîné peut tirer entre 30 et 50 coups ajustés par minute avec le M1, contre 15 à 20 coups par minute pour un tireur très expérimenté avec un fusil à verrou. Le chargeur en bloc, dit en bloc clip, contient 8 cartouches et s'insère par le haut dans le magasin fixe. Il peut être remplacé en quelques secondes. Le développement ne fut pas sans difficulté. Les premiers prototypes utilisaient un système actionné par l'amorce qui se révéla peu fiable. Le fusil avait initialement été conçu autour d'une cartouche plus légère, la .276 Pedersen, jugée plus adaptée au tir rapide. En 1932, le général Douglas MacArthur, alors chef d'état-major de l'armée, imposa le retour à la cartouche 30-06 pour des raisons d'économie logistique. D'immenses stocks existaient déjà et étaient alors partagés avec les mitrailleuses Browning M 1917 et M 1919, ainsi qu'avec le fusil mitrailleur Barr. Cette décision retarda le projet, mais simplifia considérablement la chaîne d'approvisionnement de toute l'armée américaine. Les fusils Arisaka doivent leur nom au colonel Nariakira Arisaka, concepteur du type 30 de 1897, qui devait remplacer les anciens fusils Murata, alors en service. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les forces japonaises déploient principalement 2 variantes. Le type 38, adopté en 1905, la 38e année de l'ère Meiji, d'où son nom, tire la cartouche de 6,5 x 50 mm, Arisaka à bourrelet réduit. La balle de 139 grains atteint environ 760 mètres par seconde, pour une énergie à la bouche d'environ 2240 joules. Le type 38 se distingue par son canon exceptionnellement long, d'environ 797 mm, qui lui confère une excellente précision à longue distance, mais le rend encombrant en combat rapproché. Le type 99, introduit en 1939,
l'année 2599 du calendrier impérial japonais, tire la cartouche plus puissante de 7,7 x 58 mm. Sa balle de 182 grains avoisine 730 mètres par seconde pour une énergie d'environ 3120 joules. Son canon plus court, d'environ 657 mm, le rend plus maniable, mais le type 99 arrive trop tard pour remplacer entièrement le type 38 dans le service actif. Les deux fusils sont à verrou, avec un magasin interne de 5 cartouches alimenté par lame chargeur. Sur le plan mécanique, l'Arisaka est un fusil remarquable. Les tests américains d'après-guerre, notamment ceux menés par P.O. Ackley, ont montré que sa culasse figurait parmi les plus robustes de tous les fusils militaires de l'époque, capables de supporter des pressions supérieures au Springfield, au Lee Enfield britannique ou au Mauser allemand. Les Arisaka possèdent une sûreté silencieuse originale, une coupelle arrière que l'on tourne à la main, et un conduit d'évacuation des gaz protégeant le tireur en cas de rupture d'étui. Mais toutes ces qualités d'ingénierie ne peuvent compenser la limite fondamentale d'un fusil à verrou dans une guerre où la puissance de feu individuelle devient décisive. La disparité entre les capacités industrielles américaines et japonaises apparaît crûment dans les chiffres de production. Entre 1936 et 1945, les usines américaines produisent environ 5,4 millions de M, un garant. L'arsenal de Springfield assure l'essentiel, avec environ 3,5 millions d'exemplaires, et Winchester Repeating Arms, environ 513 000. International Harvester et Harrington et Richardson rejoindront la chaîne de production après-guerre, durant la guerre de Corée. Au plus fort de la production, en janvier 1944, Springfield produit près de 1000 fusils par jour, Winchester en ajoute environ 600. Dès le milieu de l'année 1943, la quasi-totalité de l'infanterie américaine et des Marines engagés dans le Pacifique est équipée du M1. La production japonaise présente un tableau très différent. De 1905 à 1945, le Japon fabrique environ 3,4 millions de type 38, répartis sur plusieurs arsenaux. Koishikawa, futur arsenal de Tokyo, Kokura, Nagoya, ainsi que Mukden en Mandchourie occupée et Jinsen en Corée. La production du type 99, entre 1939 et 1945, atteint environ 2,5 millions d'exemplaires. Au total, plus de 6 millions de fusils, mais répartis sur 2 calibres incompatibles, produits à un rythme jamais suffisant pour équiper uniformément des forces éparpillées sur un immense théâtre d'opération. La qualité de fabrication américaine reste globalement stable tout au long du conflit. Les procédures de contrôle rejetaient tout fusil dont le groupement dépassait un certain seuil à 100 yards. L'interchangeabilité des pièces entre fabricants était strictement contrôlée. Un M endommagé pouvait être réparé sur le terrain avec des pièces issues d'un autre fusil, même d'un autre constructeur. La qualité japonaise, en revanche, se dégrade nettement à mesure que la guerre avance et que les matières premières se raréfient. Les premiers, type 99, comportaient des raffinements remarquables. Canon chromé intérieurement, une première mondiale sur fusil de service, eau sentier aérienne à bras rabattables, cache-poussière et monopied de stabilisation. Dès 1944, ces raffinements disparaissent sous la pression de la production. Les fusils dits de dernier recours présentent des marques d'usinage grossier, des hausses fixes simplifiées, des plaques de couche en bois, des bois mal ajustés. Le chromage des canons disparaît avec la pénurie de chrome, les monopieds sont supprimés et même le chrysanthème impérial gravé sur la culasse, symbole de l'empereur, est apposé à la hâte. Au-delà de la simple cadence de tir, le M offre plusieurs avantages tactiques. Après chaque coup, le tireur conserve sa position de tir, sa visée et son appui joue, pendant que le fusil se réarme automatiquement. Cela permet une réacquisition plus rapide de la cible et un tir de suite plus précis. Le mécanisme à gaz, suffisamment puissant, continue de fonctionner même encrassé par la boue, le sable, les cendres volcaniques ou les résidus de poudre, après un tir prolongé. Le chargeur en bloc, parfois critiqué pour son éjection qui produit un ping métallique caractéristique, accusé d'alerter l'ennemi qu'il est vide, offre en réalité le rechargement le plus rapide de tous les fusils militaires de l'époque, environ 3 secondes pour un tireur entraîné, contre 5 à 7 secondes avec une lame chargeur sur fusil à verrou. La question de savoir si le ping était réellement exploité tactiquement par l'ennemi reste débattue par les historiens. Dans le vacarme du combat,
il est très probablement inaudible la plupart du temps. L'arisaka, pour chaque coup tiré, impose 4 mouvements au tireur. Rotation du levier vers le haut, traction vers l'arrière pour extraire et éjecter l'étui, pousser vers l'avant pour chambrer la cartouche suivante, rotation vers le bas pour verrouiller. Ce cycle rompt la position de tir et l'alignement des organes de visée. Il demande 2 à 3 secondes, même à un tireur exercé. La longueur totale du type 38, environ 1280 mm. En fait, l'un des fusils d'infanterie les plus longs jamais mis en service. Cette longueur favorise la précision à longue distance et le combat à la baïonnette, 2 priorités de la doctrine militaire japonaise. Elle devient un handicap dans la jungle, dans les tranchées, les tunnels et les positions fortifiées, où les distances d'engagement dépassent rarement 100 mètres. Le magasin de 5 cartouches contraint le soldat japonais à recharger 60%, plus souvent que son adversaire américain, pour tirer le même nombre de balles. Le rechargement par lame chargeur, ouvrir la culasse, positionner la lame, presser les cartouches, retirer la lame, refermer la culasse, demande 5 à 7 secondes dans des conditions idéales, et bien plus sous le stress du combat. La cartouche 30-06 utilisée par le M1 était déjà standard dans toute l'armée américaine. Fusil Springfield, M1903, mitrailleuse Browning M1917 et M1919, fusil mitrailleur Baer. Cette communauté simplifie énormément la chaîne logistique. Une seule munition alimente fusils mitrailleurs et mitrailleuses. La production américaine de munitions est elle aussi écrasante. La Lake City Army Ammunition Plant à elle seule peut produire des centaines de millions de cartouches par an, dès 1943, complétées par Frankford Arsenal et plusieurs autres usines. Les forces japonaises doivent composer avec une situation plus complexe. Les unités équipées de type 38 ont besoin de cartouches 6,5 x 50 mm, celles équipées de type 99 de cartouches 7,7 x 58 mm. Les deux ne sont pas interchangeables. Ce système bicalibre a engendré des difficultés logistiques récurrentes dans de nombreuses garnisons isolées du Pacifique, où les livraisons de la mauvaise munition rendaient ponctuellement certaines armes inutilisables. La cartouche de 6,5 mm, moins puissante mais très précise, permettait aux soldats de porter plus de munitions et produisait moins de fumée à la bouche du fusil, un avantage pour la dissimulation, mais elle manquait de puissance d'arrêt contre les cibles abritées. La 7,7 mm corrigea ce défaut, mais en dédoublant la charge logistique. La bataille d'Henderson Field, les 24 et 25 octobre 1942, illustre concrètement l'écart de puissance de feu. Les compagnies du 164e régiment, insérées entre des positions tenues par les Marines encore largement équipés de Springfield M1903, aident à stabiliser la ligne face aux charges répétées de la 2e division Sendai. L'historien Eric Bergerud, dans Touched with Fire, numérote que le volume de feu semi-automatique des soldats du 164e a contribué de manière décisive à briser les assauts successifs. Les Marines, pour leur part, manifestent d'abord de la méfiance envers ce fusil plus complexe, avant d'en réclamer massivement la dotation. Le mémorialiste Robert Leckie, engagé volontaire à la 1re division des Marines et auteur de Helmet for My Pillow, décrit cette période de transition dans ses souvenirs, où le contraste entre la cadence de feu des fusils américains et japonais apparaît clairement aux combattants de première ligne. Au fil des campagnes, Nouvelle-Géorgie, Bougainville, Tarawa, Saipan, Peleliu, Iwo Jima, Okinawa, le M1 devient l'arme individuelle standard de l'infanterie américaine dans le Pacifique. Eugene Sledge, vétéran de la 1re division des Marines à Peleliu et Okinawa et auteur de With the Old Breed, évoque dans ses mémoires la fiabilité du fusil dans les conditions extrêmes. Pluie torrentielle, boue volcanique, chaleur tropicale. Il faut cependant nuancer. Dans beaucoup d'engagements du Pacifique, ce ne sont pas les fusils individuels qui font la différence décisive, mais l'appui de l'artillerie, des mitrailleuses lourdes, des mortiers, des lance-flammes, de l'aviation rapprochée et sur les côtes, de l'artillerie navale. Le M1 est un multiplicateur de force à l'échelle de la section et de la compagnie, pas une arme miracle. Le maintien du fusil à verrou par l'armée impériale japonaise s'explique par un faisceau de facteurs. La victoire de la guerre russo-japonaise, 1904 à 1905, a ancré dans l'institution militaire une doctrine privilégiant l'offensive, la discipline, l'esprit combatif et le combat à la baïonnette. Le fusil long, la lame chargeur, le tir ajusté à longue distance,
Tout cela fonctionnait bien contre les forces russes, puis contre les armées chinoises des années 1930, souvent mal équipées et moins entraînées. Le Japon a peu participé au front occidental de la Première Guerre mondiale et n'a pas intégré en profondeur les leçons de 1914 à 1918 sur la domination de la puissance de feu automatique. L'armée américaine, elle, en a tiré la conviction opposée. Il faut démultiplier la cadence de tir individuel du fantassin. S'ajoute à cela une contrainte industrielle. L'économie japonaise n'avait ni la base industrielle ni les chaînes d'approvisionnement en acier et en machines-outils nécessaires pour produire en masse un fusil semi-automatique fiable. Les projets japonais d'armes semi-automatiques, initiés dès les années 1930, comprennent plusieurs prototypes, dont ceux du général Kijiro Nambu, mais aucun ne parvient au stade de la production de masse. La marine impériale, plus avant-gardiste sur ce point que l'armée, développe en fin de guerre le fusil type 4, parfois appelé à tort type 5, une copie quasi directe du M1 Garand adapté à la munition 7,7 mm japonaise. Environ 257 pièces sont fabriquées, mais seuls 100 à 125 fusils sont effectivement assemblés avant la capitulation, dans l'arsenal naval de Yokosuka. Leur existence même prouve que les ingénieurs japonais avaient parfaitement identifié l'avantage du M1 et qu'il manquait du temps, des ressources et de la capacité industrielle pour y répondre. Enfin, la culture militaire japonaise valorisait les facteurs spirituels. Des documents doctrinaux d'époque insistent sur le seishin, l'esprit combatif, comme compensation aux infériorités matérielles, une position intenable à mesure que l'écart industriel avec les États-Unis se creusait. Les ordres de grandeur suffisent à illustrer le problème. Une section d'infanterie américaine de 12 hommes, armée de 10 mains Garand et de 2 BAR, pouvait produire un volume de feu soutenu très supérieur à celui d'une section japonaise équivalente en Arisaka. Les estimations varient selon les sources, mais le rapport est généralement cité autour de 2 à 3 contre 1 en cadence utile. À l'échelle d'une compagnie ou d'un bataillon face à un assaut, cette différence se traduit par des zones de tir bien plus denses, capables de stopper des charges massives. L'effet psychologique comptait aussi. Des soldats japonais capturés ont rapporté, dans des interrogatoires conservés dans les archives américaines, leur surprise face au volume de feu des lignes américaines comparé à celui des mitrailleuses dans leurs souvenirs. Il serait toutefois excessif de réduire la victoire américaine dans le Pacifique à la supériorité d'un fusil. La puissance navale, la supériorité aérienne, la logistique océanique, la capacité industrielle à remplacer en quelques mois une flotte entière de porte-avions, la guerre sous-marine contre la marine marchande japonaise et in fine la bombe atomique. Autant de facteurs décisifs à des échelles où le fusil individuel ne pèse pas directement. Le M, un Garand, est un symbole lisible d'une supériorité industrielle plus vaste, pas la cause unique d'une victoire. Le M1 Garand poursuit sa carrière bien après 1945. Il sert durant la guerre de Corée, où il affronte à nouveau des armées équipées principalement de fusils à verrou et de pistolets mitrailleurs. Il est progressivement remplacé dans l'armée américaine par le M14 à la fin des années 1950 et au début des années 1960. Dans une ironie historique, les forces d'autodéfense japonaises, créées en 1954, reçoivent des M, un Garand par le biais des programmes d'assistance militaire américaine. Une génération de soldats japonais s'entraîne donc avec l'arme même qui avait fait face à leur père. L'influence du M1 dépasse largement les États-Unis. La Belgique développe le FN-49, la France le MAS-49, la Suisse le STG-57, l'Italie le BM-59, tous inspirés à des degrés divers par les leçons de la Seconde Guerre mondiale sur la puissance de feu semi-automatique. L'URSS, qui avait expérimenté le SVT-40 pendant la guerre, développe le SKS, puis l'AK-47. La trajectoire générale est claire. En 1945, le fusil à verrou est définitivement relégué au rang d'arme d'une époque révolue. Aujourd'hui, les M1 Garand et les Arisaka sont des pièces recherchées par les collectionneurs pour des raisons différentes. Aux États-Unis, le Civilian Marksmanship Program a vendu des centaines de milliers de M1 Garand aux civils. Le ping caractéristique du chargeur vide éjecté est devenu iconique dans la culture populaire. Films, séries, jeux vidéo. Les Arisaka, en particulier ceux dont le chrysanthème impérial est resté intact, il était généralement limé sur les armes remises peu à l'occupation américaine, sont particulièrement prisés. Revenons à Henderson Field, nuit du 24 octobre 1942.
À l'aube, les charges répétées de la 2e division Sendai ont été brisées. Les pertes japonaises se comptent par milliers, celles des défenseurs américains par centaines. La bataille de Guadalcanal se poursuivra encore 4 mois, jusqu'à l'évacuation japonaise en février 1943. Elle marque le premier grand arrêt terrestre de l'expansion impériale japonaise dans le Pacifique. Dans les décennies qui suivent, de nombreux vétérans japonais interrogés pour des ouvrages historiques évoqueront la densité du feu américain comme l'un des chocs majeurs de la guerre. Ce n'est pas seulement le M, un garant qu'ils décrivent, c'est l'ensemble d'un système militaire américain. Armement individuel, armement collectif, appui-feu, approvisionnement, qu'aucune armée asiatique n'avait jusqu'alors affronté à cette échelle. Le général George S. Patton qualifia un jour le M, un garant de « plus grand instrument de combat jamais conçu ». La formule, souvent citée, est excessive si on la prend au pied de la lettre. Elle reste néanmoins révélatrice. Un commandant de blindés, réputé pour sa fascination pour la mobilité et la puissance de feu concentrée, voyait dans ce fusil d'infanterie standard le symbole le plus visible d'une révolution tactique, celle où chaque fantassin devient une petite base de feu autonome. Le type 38 et le type 99 Arisaka, pour toute leur qualité mécanique, une robustesse que les tests d'après-guerre ont démontrée supérieure à celle de beaucoup de leurs contemporains, étaient nés d'une autre époque. Ils portaient l'héritage de Port Arthur et de Mukden, d'une guerre où la discipline du tir ajusté et l'assaut à la baïonnette pouvaient encore décider du sort d'une bataille. Dans les jungles de Guadalcanal et sur les cendres volcaniques d'Iwo Jima, ces principes ont rencontré une guerre pour laquelle ils n'avaient pas été conçus. C'est, peut-être, la véritable leçon du duel entre le M, un garant, et l'Arisaka. Non pas qu'une arme ait vaincu l'autre, mais qu'une manière de penser la guerre moderne, industrielle, matérielle, fondée sur le volume de feu et la production de masse, a supplanté une autre, plus ancienne, fondée sur la valeur individuelle du soldat. L'issue de la guerre du Pacifique s'est jouée à beaucoup d'autres niveaux que celui du fusil d'infanterie. Mais dans la main du fantassin, le M, un garant, restera pour longtemps le symbole lisible de ce basculement.